Bonjour, nous sommes à Lectolitre dans le cadre de la Foire du Livre et je suis avec Caroline de Mulder et Isabelle Wery. Nous allons discuter autour des représentations des corps féminins dans leurs romans et plus particulièrement dans leur dernier roman, donc Poney flottant et Manger Bambi. Et donc, pour commencer, donc vous êtes rassemblées ici toutes les deux parce que donc, vous êtes deux autrices belges. Et vous traitez dans ces deux romans de corps féminins, adolescents, et c'est ça qui vous a, on va dire, rassemblés ici. Et pour commencer, pour situer un peu la discussion, j'aurais bien voulu que vous vous présentiez, non pas vous-même, mais vos deux héroïnes principales, donc Sweetie et Bambi, pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu voir de quoi on parle. Donc pas un résumé du roman, mais plutôt une présentation de vos héroïnes. Qui sont-elles, etc. Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer. Isabelle. Poney flottant, met en scène un personnage qui s'appelle Sweetie Horn, qui est une Anglaise d'une 70aine d'années, qui se retrouve dans le coma pour raison X, et qui a une 70aine d'années, donc qui est une femme âgée, et qui est dans l'incapacité de bouger, de communiquer avec le monde extérieur depuis ce coma, mais dont l'esprit est resté très vif. Et elle, pour ne pas devenir dingue dans ce corps complètement amorphe et avec cet esprit aussi vivant, elle décide d'écrire mentalement un roman. Et donc elle se lance dans le récit mental de ses premières années, quand elle était une préadolescente, je dirais, dans la ferme de ses grands-parents. Et donc c'est une petite fille à cet âge-là très capricieuse, très de mauvaise foi, qui a un caractère bien trempé, je dirais, mais qui est aussi très en vie, très sensible, qui a un corps, je dirais, 100 000% en vie et qui profite de tous ses sens, de tout son rapport à la sensorialité. C'est une petite fille aussi qui fantasme beaucoup, qui se raconte beaucoup d'histoires, qui est empreinte de tout cet imaginaire autour de l'Angleterre lié à Shakespeare, aux Vikings, et qui se voit conquérante d'un royaume, et le royaume étant cette ferme dans laquelle elle grandit. Et elle rêve d'ailleurs d'un cheval qui sera le couronnement de sa carrière, je dirais, de grande fermière dans le pays de Galles. Très bien. Et Bambi, qui est-elle ? Alors Bambi est une très jeune fille qui vient d'un milieu très défavorisé et qui a décidé de s'en sortir, et de s'en sortir à tout prix. Et donc elle pense qu'elle a trouvé un filon avec ses copines, elle va s'inscrire sur des sites de sugar dating. Sauf que Bambi n'a pas du tout envie de se laisser séduire, et donc au lieu de séduire ces messieurs, ou en tout cas de se plier à leurs désirs, elle va les braquer, elle va les humilier, et d'une certaine manière, elle va renverser les rôles. Ok, donc on voit qu'elles sont très différentes, mais qu'elles ont, on va dire, des points communs. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le choix d'une héroïne adolescente ou préadolescente, parce que Sweetie est un peu plus jeune que Bambi. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet âge-là, précisément ? C'est l'âge où tout est encore possible. C'est un âge merveilleux où tout est encore possible, mais où en même temps beaucoup de choses peuvent mal tourner. Mmh. C'est un âge qui est un âge charnière, qui de ce point de vue-là est très, très intense et très intéressant. Et j'adore les processus de transformation, donc j'adore faire des expériences avec mes personnages en général, pas que dans Poney flottant, de plonger mes personnages dans des circonstances de vie qui les mettent à l'épreuve. Je trouve ça dramaturgiquement très intéressant. Et je me suis demandé, donc vous mettez en scène des corps adolescents qui sont, on va dire, à la fois désirés et désirants, surtout du côté de Sweetie. Et est-ce que vous avez mis en place des procédés ou pris quelques précautions sur comment est-ce qu'on écrit, on va dire, des corps adolescents qui désirent ou qui sont désirés? Comment est-ce qu'on écrit la sexualité adolescente? Est-ce que c'était différent que si ça avait été des héroïnes adultes, par exemple? Caroline? Oui, je dirais que je me suis sentie assez libre, et dans la mesure où
Poney flottant est vraiment un conte fantasmagorique. Je veux dire, il y a une distance par rapport à... Je ne raconte pas une histoire réelle. Donc, je me suis permis quand même beaucoup de liberté, oui. Alors, dans le cas de Bambi, c'est un peu différent parce qu'en réalité, chez Bambi et chez ses copines, d'ailleurs, il y a très clairement un refus du corps, un refus de la sexualité. Donc, on parle plus de corps désiré, effectivement, que de corps désirant. Et je ne pense pas avoir pris de précautions particulières. Je me suis demandé si, en fait, dans les deux cas, vos héroïnes, elles sont très petites en taille. Et je me suis demandé si c'était un peu une manière de rappeler, par exemple, dans le cas de Bambi, qu'elle est très jeune. Il y a cette description du corps petit, très pâle. Très clairement, Bambi est quelqu'un qui d'une certaine manière, veut rester dans l'enfance. Ce qu'on voit aussi très bien dans son rapport avec sa mère. Donc elle n'a pas du tout envie de grandir, pas du tout envie de rentrer dans la relation complexe à l'autre que ça implique. Donc oui, il y a très clairement cette idée d'enfance qui est très présente. D'ailleurs, elle est très jeune, mais elle fait encore plus jeune que son âge. Donc voilà, c'est évidemment, c'est significatif. Et est-ce que vous parlez, là, dans Poney flottant, il y a un rapport à la taille qui est très particulier. Je ne sais pas si vous pouvez un peu expliquer. Oui, parce que Sweetie Horn, suite à un événement traumatisant, son corps arrête de grandir. Donc pour elle, c'est un vrai problème. Elle qui se rêve conquérante d'un royaume, ça devient le centre de son obsession, je dirais, c'est sa petitesse. Et elle va combattre ça, essayer de trouver des aides et des béquilles. Mais... On en parlera après. Et je pense que ce qui vous rassemble tous les deux, qui rassemble vos deux romans, c'est aussi cette mise en scène de personnages adolescents et un travail du langage qui va avec. Et je me suis demandé si la langue que vous avez travaillée dans votre roman est liée au fait que les personnages sont des adolescents ou ça relève plus du jeu, du conte, dans le cadre de Poney flottant. Est-ce que le travail de langage était nécessaire pour mettre en place des personnages jeunes ou c'était un autre objectif? Oui, dans mon cas, certainement. Pour décrire ces filles-là, il fallait que je connaisse leur manière de parler, et leur manière de parler, c'est aussi leur manière de voir le monde, c'est leur manière d'articuler leur monde. Donc pour moi, effectivement, il y a eu un travail très long et extrêmement intéressant sur ce langage jeune, ado, populo, un peu tout ça à la fois. Effectivement, pour moi, le langage est vraiment constitutif du personnage. Et sans langage, il n'y a pas de personnage. Et il faut vraiment plus important encore que la manière dont le personnage s'habille, plus important que l'apparence physique du personnage, il y a vraiment la manière dont il s'exprime pour moi. Et vous êtes passé par la musique, non, beaucoup pour travailler un peu le vocabulaire J'ai notamment écouté beaucoup de rap, mais pas que. J'ai aussi, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur écouter. C'est d'abord un travail d'écoute de ce type de langage pour pouvoir se l'approprier. Et pour vous? C'est un peu récurrent dans mon travail d'écriture de jouer avec la langue, avec les mots, de triturer la langue française, de chercher, d'inventer, de néologismer, si je puis dire. Donc c'est un peu récurrent chez moi. Mais pour Sweetie Horn, j'ai aussi situé l'action en Angleterre. Donc j'ai joué avec une espèce de franglais et de mixture, de mélange de langues. De vieil anglais aussi, puisque le roman est pas mal teinté de l'œuvre de Shakespeare. Donc oui. Et oui, effectivement, l'identité linguistique de votre personnage est particulièrement intéressante. C'est vraiment, elle est très, très typée. Vous avez, je trouve, très bien réussi à lui donner une identité langagière très, très originale. J'avais encore lu ça nulle part. Okay. Et alors, pour moi, ce que vos héroïnes ont en commun, c'est cette espèce d'incarnation
à la fois donc c'est des deux héroïnes qui sont jeunes, mais qui sont d'une certaine manière puissantes, de manière très différente, et aussi qui ont des comportements violents, donc des deux côtés. Et je me suis demandé pourquoi ce choix, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette exploration de la violence d'un côté, dans des figures féminines. Moi, en fait, c'était tout le sens de mon projet. Au départ, je cherchais une manière d'aborder la violence chez les femmes, pas la violence sur les femmes, qui, elle, a déjà été très largement exploitée par beaucoup de monde, mais cette dimension de violence chez les femmes qu'on a tendance à occulter. Et pour moi, effectivement, occulter cette dimension-là des femmes, c'est au fond l'amputer d'une partie de son humanité. Et voilà, donc j'ai cherché toutes les violences possibles, toutes les manifestations possibles de la violence chez les femmes, et je me suis arrêtée sur ça, sur les gangs de filles, qui est un phénomène très, très contemporain et qui me semblait justement assez intéressant. Et alors, je ne sais pas si Isabelle sera d'accord, mais j'aurais voulu qu'on lise ensemble un extrait de King Kong Theory, qui, je pense, pourra faire écho à ce que vous dites sur cet usage de la violence chez les femmes et sur peut-être en quoi c'est une réponse. Je me demandais si vous vouliez bien lire un extrait. Ok. C'est entre les deux petits... Quand le film « Baise-moi » a été retiré de l'affiche, beaucoup de femmes, les hommes n'ont pas osé se prononcer sur ce point, ont tenu à affirmer publiquement « Quelle horreur, il ne faudrait surtout pas croire que la violence est une solution contre le viol. » Ah bon ? On n'entend jamais parler dans les faits divers de filles, seules ou en bande, qui arrachent des bites avec les dents pendant les agressions, qui retrouvent les agresseurs pour leur faire la peau ou leur mettre une trempe. Ça n'existe pour l'instant que dans les films réalisés par des hommes. La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, L'ange de la vengeance de Ferrara, I Spit on Your Grave de Meher Zarki par exemple. Les trois films commencent par des viols plus ou moins ignobles, plutôt plus que moins d'ailleurs, et détaillent dans une deuxième partie les vengeances ultra sanglantes que les femmes infligent à leurs agresseurs. Quand des hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes. C'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d'homme dans un corps de femme. J'y reviendrai avec le porno qui suit la même logique. Dans ces trois films, on voit donc comment les hommes réagiraient à la place des femmes face au viol. Bain de sang, d'une impitoyable violence. Le message qu'ils nous font passer est clair. Comment ça se fait que vous ne vous défendez pas plus brutalement ? Ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'on ne réagisse pas comme ça. Une entreprise politique ancestrale, implacable, apprend aux femmes à ne pas se défendre. Comme d'habitude, double contrainte. Nous faire savoir qu'il n'y a rien de plus grave et en même temps qu'on ne doit ni se défendre ni se venger. Souffrir et ne rien pouvoir faire d'autre. C'est Damoclès entre les cuisses. Mais des femmes sentent la nécessité de l'affirmer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leur pulsion masculine et comprendre ce que non veut dire. J'aurais préféré, cette nuit-là, être capable de sortir de ce qu'on a inculqué à mon sexe et les égorger tous, un par un, plutôt que vivre en étant cette personne qui n'ose pas se défendre, parce qu'elle est une femme, que la violence n'est pas son territoire et que l'intégrité physique du corps d'un homme est plus importante que celle d'une femme. Pendant ce viol, j'avais dans la poche de mon teddy rouge et blanc un cran d'arrêt, manche noire rutilant, mécanique impeccable, lame fine mais longue, aiguisée, astiquée, brillante. Un cran d'arrêt que je brandissais assez facilement, en ces temps globalement confus. Je m'y étais attachée, à ma façon j'avais appris à m'en servir. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche, et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était « pourvu qu'il ne la trouve pas, pourvu
qu'il ne décide pas de jouer avec. Je n'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. Une question de mental. Je suis convaincue depuis que s'il s'était agi de nous faire voler nos blousons, ma réaction aurait été différente. Je n'étais pas téméraire, mais volontiers inconsciente. Mais à ce moment précis, je me suis sentie femme, salement femme, comme je ne l'avais jamais sentie, comme je ne l'ai plus jamais sentie. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. Je crois que j'aurais réagi de la même façon s'il n'y avait eu qu'un seul garçon contre moi. C'est le projet du viol qui refaisait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes, et les femmes rappelées à l'ordre chaque fois qu'elles dérogent à la règle. Personne n'aime savoir à quel point il est lâche. Personne n'a envie de le savoir dans sa chair. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force, alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Merci Isabelle. Je ne sais pas si vous voulez du coup réagir en voyant un peu par rapport à Bambi, qu'est-ce que ça dit? Où Bambi se situe par rapport à ça? Alors moi je suis quand même, je ne suis que partiellement d'accord avec Despentes parce que je pense qu'effectivement peut-être que la société va moins facilement apprendre la violence aux filles, mais je pense surtout que la société ne veut pas voir la violence des filles, que des réactions violentes et que des violences faites par des femmes sur des hommes, mais aussi très souvent sur des enfants, il y en a beaucoup et qu'on préfère ne pas, qu'on préfère occulter ces choses-là. Du coup, je propose, si vous pouvez lire un extrait de Manger Bambi, de votre livre, où justement Bambi, elle, utilise une fausse arme, mais une arme. Bambi se redresse, recule, lui fait face. Elle sort de sa poche intérieure la réplique. Ce qui compte, c'est l'attitude, la manière et, avec un con pareil, pas besoin d'en faire des tonnes. Elle braque sur lui le jouet avec un sourire jusque-là, se sent renaître. Il ne bouge plus, assis toujours, enfoncé dans le mou des coussins. Il la regarde avec, de la peur dans les billes, c'est revenu, elle fait son petit effet habituel. Putain, elle renaît ou bien elle a presque l'impression de tenir pour de vrai son 6 hour chéri. Ça dure à peu près la moitié d'une minute. Elle, à sourire large et méchant, lui, à ne pas bouger, le visage un peu tordu, la bouche légèrement bée, comme s'il était arriéré, et il l'aide selon toute vraisemblance. Vraiment, l'occasion est belle. Dans une villa de nulle part, dans une lumière de bout du monde, Bambi ne doute plus de rien et rayonne. L'endroit est isolé, l'homme pourra bien gueuler, personne ne l'entendra, il est fait. Elle tient le joujou en plastique comme d'autres, un 577 T-Rex, à genoux. Le type s'agenouille, les yeux dans le tapis de persan. Elle dit « Couche-toi ». Elle est tout près de lui, la réplique tendue devant. Elle a un regard mauvais et pas l'ombre d'un sentiment. « Vas-y, couche-toi, je te dis ». Je vais arrêter là. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que, on va dire, donc Bambi, c'est une victime et c'est pas une victime. C'est un peu les... C'est un personnage complexe. C'est un personnage complexe qui est peut-être victime, mais en fait surtout victime d'elle-même. Elle n'est pas victime de ce qu'elle croit, elle est surtout victime d'elle-même. C'est une victime qui devient bourreau, qui redevient victime. Donc c'est pas du tout... c'est pas du tout un personnage simple. Les rôles ne sont pas nets. Ça n'est pas un personnage sympathique. C'est un personnage pour lequel, en revanche, j'ai essayé de créer de l'empathie. Mais effectivement, c'est un personnage qui est très dur et et on ne sait pas très bien où la violence commence vraiment, si c'est chez elle, si c'est chez tout ce qui est en face d'elle et qui est violent aussi. Voilà, je préfère laisser cette question un peu au milieu. Je trouve
Il y a une phrase du roman qui dit bien ça, c'est « On est des putains de victimes, on a tous les droits ». Oui, parce que Bambi ne recule devant rien, c'est un peu ironique, parce que évidemment, elle vient quand même de braquer plusieurs messieurs, et puis c'est que quand ça tourne pas tout à fait comme elle le souhaite, évidemment elle se pose en victime, et elle va, on va dire aussi, voguer un peu sur cette vogue de la victime, elle va évidemment utiliser ça aussi. Donc elle fait vraiment feu de tout bois. Et du coup, Sweetie, c'est un personnage qui est violent, mais pas du tout de la même manière. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment elle utilise cette violence et d'où elle vient? Parce que c'est pas du tout la même histoire. Donc je me suis beaucoup inspirée de mon expérience du théâtre pour écrire ce roman, et du fait aussi que j'ai étudié Shakespeare, que j'ai joué Shakespeare, et en français et en anglais. Donc je me suis inspirée d'héroïnes shakespeariennes, que soit la grande amoureuse de Juliette qui affirme son amour malgré le contexte familial dans lequel elle vit. Je me suis inspirée de Lady Macbeth, je me suis inspirée de Viola dans La Nuit des Rois. Donc comme le dit Caroline, j'ai vraiment cherché à créer un personnage pas simple, complexe, avec des côtés extrêmement attachants et d'autres extrêmement violents. Donc c'est une violence extrême, puisqu'elle en vient aussi à tuer. Mais comme je dis, c'est un conte, et c'est une histoire qui n'est absolument pas réaliste. Et je me suis vraiment autorisée à décrire un personnage qui déborde les limites et qui est complètement fantasmé. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez vous aussi, où à un moment du roman, on ne sait plus trop exactement ce qui est réel ou pas, ce qui est ce que raconte Bambi, ou ce qui s'est réellement passé. Il y a aussi ce rapport à la réalité. Oui, effectivement, chez Bambi, il y a un rapport assez distordu à la réalité aussi. Donc effectivement, on sait pas très bien si sa version des choses est la bonne version des choses, notamment par rapport à ce personnage de Nounours. Au final, est-ce que l'histoire qu'elle s'est imaginée est réellement la vraie? Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui pose question dans le livre. Je me demandais, du coup, vous avez parlé de Shakespeare, est-ce qu'il y a des modèles ou des inspirations, qu'elles soient littéraires ou pas, qui vous ont aidé à construire ces personnages féminins très forts, que ce soit dans la littérature ou au cinéma, dans les séries? Moi, je suis inspirée du film de Jane Campion qui s'appelle Sweetie, qui est un film qui m'a beaucoup impressionnée et qui met en scène une femme un peu borderline. Oui, je me suis inspirée de beaucoup de Shakespeare, comme je disais, aussi de personnages freaks qui sont voilà, à la charnière oui, sur une charnière un peu étrange. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres les malheurs de Sophie aussi étaient dans mes références. Oui. Et vous? Alors du point de vue littéraire, j'ai lu tellement de choses maintenant très, très différentes. C'est un peu difficile de dire ce qui a nourri notamment la langue du livre. En revanche, je me suis notamment inspirée d'un fait divers. Une petite fille, enfin une très jeune fille qui très maltraitée, Hilda, qui finit par tuer son père. Alors finalement, je suis très très loin de ce fait divers, parce que elle ne tue pas son père. C'est pas une enfant spécifiquement maltraitée par son père d'ailleurs. Hein, c'est plus effectivement la violence. Elle est aussi dans le rapport entre Bambi et sa mère. Mais ce fait divers-là, enfin j'ai lu le livre qu'elle raconte à ce sujet. Je pense que oui, ça c'est une des inspirations. Moi, esthétiquement, quand j'ai lu Manger Bambi, j'imaginais Bambi un peu comme Nathalie Portman dans Léon. Je ne sais pas, physiquement, dans ma tête, oui. C'était Mathilde. Oui, en fait, j'avais pas trop... Mais c'est effectivement, il y a peut-être quelque chose. Donc ce sont, comme on l'a dit, de très jeunes filles.
qui vont utiliser des accessoires. Alors on a parlé de l'arme tout à l'heure pour Bambi, mais aussi des accessoires, des vêtements, on va dire pour entrer dans un espèce de costume pour incarner un rôle et on va dire performer une espèce de féminité. Donc pour Bambi par exemple, c'est cet usage des talons aiguilles pour entrer, qui sont à la fois on va dire les attributs de la prostituée et aussi des objets de luxe qu'elle reçoit de la part de ces sugar daddy. Et du côté de Sweetie, je vous ferai lire un extrait dans quelques instants, les talons comme vraiment un accessoire pour transformer son corps et devenir un peu une autre personne. Et je voulais savoir, d'abord pour Manger Bambi, quelle était un peu cette place des habits et des accessoires pour devenir, donc d'une adolescente à l'école, elle devient une sugar baby. Oui, il y a très clairement une mise en scène d'elle-même et ça commence d'ailleurs dès la première scène où elle a donc ses ongles rouges et où elle choisit la couleur rouge parce que, dit-elle, pense-t-elle, ça plaît aux vieux. Et donc effectivement, elle va se modeler sur ce qu'elle pense être désirable parce que ce qu'elle veut, c'est au fond serrer ces messieurs qu'elle rencontre sur des sites de sugar dating. Ensuite, effectivement, pour elle, ça devient ensuite de la marchandise, parce qu'elle le dit aussi clairement à un moment, les chaussures, hein, oui, il va falloir que je les vende pour me... Voilà. Au fond, pour elle, ça représente quelque chose dont elle va pouvoir tirer un profit supplémentaire. Et puis, quand elle est seule avec ses amis, elle s'habille évidemment pas du tout comme ça. Hein, comme elle est dans un refus justement du corps, dans le refus de grandir, elle va choisir plutôt des choses informes. Au fond, elle va s'habiller de manière informe, un peu comme un garçon en réalité. Parce que c'est souvent aussi ce qui se passe dans ces gangs de filles. Ce sont des filles qui vont s'habiller, mais aussi bouger, mais aussi vraiment s'articuler sur le comportement des garçons, hein, des gangs mâles, on va dire. Et du coup, pour Poney Flottant, avant que vous nous parliez de ça, j'aimerais bien que vous lisiez un extrait. Donc, c'est Sweetie qui va recevoir des talons incroyables de son cousin qui, lui, les utilise pour faire des shows de drag queen. Donc, c'est à partir d'ici, nous, jusqu'au... D'accord. Si vous voulez bien lire un extrait de Poney Flottant. Il s'est approché de moi, a défait sa paire de bottes et dit « Tiens, Sweetie, pour tes jambes, essaie un peu ça ?»« Quoi ? Eh bien, mes bottes, essaie !» J'ai regardé ses bottes de plus près. C'était des bottes compensées, en fait, des platform boots jaunes, flashy, laquées. Bien compensées, les bottes, d'au moins 12 cm. Et mon franc est tombé. Et si c'était aussi simple que ça ? Si ma vie devenait aussi simple que cela? L'espace d'un instant, j'ai failli m'évanouir. J'ai respiré un grand coup et, tremblotante, j'ai enfilé les bottes, l'une après l'autre. « Tiens-toi à mon bras, fais gaffe, c'est haut, hein ?» dit Frankie. Je me suis agrippée à son bras nu, encore chaud de danse, et je me suis levée. Alors là, c'est la vieille Sweetie Horn qui entend « Frankie, c'est quoi ce grand bruit dans la chambre d'hôpital ? Une infirmière a branché un appareil ? Frankie, je ne parviens plus à me concentrer. » Je me suis levée et c'était incroyable. Je suis grande. Je suis grande. Je suis grande et je suis cheval. Enfin, je suis cheval. Frankie riait avec moi. Il semblait ému. Et je me mis à marcher en me tordant les chevilles de ci de là, mais je m'en foutais. Quelque chose en moi s'ouvrait. Un grand fracas dans ma tête. « Je suis grande, me répétais-je sans cesse. Toute ma perception de l'espace s'était modifiée. Tout à coup, je n'étais plus sous les choses, j'étais au-dessus des choses. Je respirais comme jamais. Et je riais d'un rire qui venait du fond de mon vagin. Je hurlais de rire, je hurlais. Et Frankie s'est mis à rire avec moi aussi. Et je lui voyais des larmes au coin de ses beaux yeux verts. Il était ému, comme devant un aveugle qui recouvre la vue. J'enlaçais Frankie, je l'emmenais dans une danse de dingo de joie, c'est cela. Ah purée, quelle journée les amis! Toute la densité de cette journée me gicle à la conscience.
ma tentative de suicide, mon dépucelage, ma grandeur, mon amour fou pour mon cousin. Hey, Frankie, on va pas en rester là, hein? Allez, viens, on prend tout. On va faire la fête dans la cour. Je veux marcher avec ma nouvelle moi sur les pavés de la cour. Je veux dire bonjour à mes animaux en grande, grande Frankie. Prends-moi dans tes bras, serre-moi fort et dis-moi que tout ceci est réel, que je n'aurai qu'à porter des bottes jaunes toute ma vie et que tout sera simple, simple. La vie sera cheval. Je te le dis, Frankie, dorénavant, la vie sera cheval. Merci. Je ne sais pas si vous voulez commenter cet extrait qui, je trouve, répond de manière très différente à l'usage des talons, par exemple, dans Oui, ici il s'agit de bottes magiques presque. C'est presque les très bottes, poétique. Les bottes de 7 lieues, c'est les bottes du chaboté. Tout à coup, elles prennent une signification, je dirais, je ne sais pas comment dire, mais liée au rêve, au conte, à l'objet d'exploration. Oui. C'est aussi une solution à son problème. C'est une solution finalement assez simple à son problème. Oui, c'est ça en fait qui est remarquable aussi dans votre livre, c'est ce côté à la fois poétique, onirique qui vraiment infuse tout le texte, oui. qui fait sa particularité, son identité. C'est je trouve très très réussi. Merci. Et l'extrait là, il est très justement très représentatif de ça. Ça m'a fait penser aussi cet usage des talons dans votre premier roman, Ego Tango. Cet usage des chaussures de danse pour tout d'un coup entrer dans une espèce de personnage aussi qui est différent sur la piste de danse. Oui, c'est un absolument. peu le même genre de chaussures, on va dire. Et pour moi, une autre chose que vos deux romans ont en commun, c'est cette manière de parler du corps, mais dans tous ses aspects. Pas seulement les aspects qui sont beaux et qu'on a l'habitude de mettre en valeur, mais tous les aspects du corps, y compris ce qui est plus sale, ce qui est tabou. Donc c'est par exemple donc les corps abîmés dans Manger Bambi de sa mère, de Bambi elle-même, où elle prend des coups. On va dire un corps qui est beau, mais qui est aussi abîmé. Et dans Poney Flottant, c'est cet attrait de Sweetie pour le vocabulaire médical du corps et par exemple cette fascination pour la décomposition des corps dans la mort. Donc on va dire que le corps dans Poney Flottant est célébré dans toutes ses manières, y compris les choses qui ne sont pas spécialement normalement belles. Et je voulais voir si c'était une volonté de votre part, on va dire, de célébrer le corps comme ça, ou si c'est juste une manière d'écrire le corps, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez en dire ? Je dirais que pour moi, il n'y a pas une volonté particulière de célébrer le corps. Mais bon, comme les personnages que je mets en scène sont des personnages qui, comme d'ailleurs tout un chacun, sont un peu abîmés, on va dire que le corps est le reflet aussi de l'âme jusqu'à une certaine hauteur. Et puis effectivement, pour moi, l'écriture, je préfère les écritures incarnées. Je préfère les écritures incarnées. C'est une des choses dont je me méfie beaucoup, c'est de l'écriture trop conceptuelle. Je fais un cours d'écriture fictionnelle à Namur aussi, où je suis enseignante. Et effectivement, la première chose, ou une des premières choses que je dis à mes étudiants, c'est bon, il faut vous ancrer dans votre corps quand vous écrivez. Il faut que vous sentiez ce que vous écrivez, et que vous soyez capable d'exprimer les odeurs, le ressenti, le toucher. Vous vous ancrez dans votre corps, dans la terre, et puis après ça viendra tout seul. Votre lecteur, il arrivera lui aussi à s'imprégner de ce que vous voulez raconter. Donc oui, je pense une écriture incarnée plutôt qu'une écriture corporelle, en le sens où effectivement ce sont quand même des personnages qui sont un peu fracassés par la vie, oui. Je rejoins tout à fait Caroline. Je dis toujours que pour moi, pour l'écriture, ce que je cherche à faire, c'est à écrire avec mes 5 sens, pour les 5 sens du lecteur ou de la lectrice, qu'il soit vraiment touché dans toutes les composantes de son être. Et oui, le corps, l'écriture est une affaire de corps d'abord, de comment on embrasse la vie et de comment on la transmet.
Et puis personnellement, le fait d'avoir au théâtre joué beaucoup de textes qui sont liés au corps féminin, ça m'a donné une certaine attention, une certaine sensibilité, et je reste ébahie par cet objet magnifique qu'est le corps, cette machinerie incroyable et qui fascine aussi Sweetie Horn dans le roman, ce corps qui nous permet de, comme le dit Marguerite Yourcenar dans l'œuvre au noir, je ne cesserai jamais de m'émerveiller que cette chair soutenue par ses vertèbres et ce tronc joint à la tête par l'isthme du cou contiennent un esprit qui tire parti de mes mouvements pour palper et de mes yeux pour voir. Moi, je reste fascinée par la machinerie humaine, et j'essaie de transmettre ça dans Poney Flottant, cet ébahissement, cette fascination pour le corps humain et tous ces processus. Puis le corps humain, c'est aussi un objet en permanente transformation, et ça impressionne Sweetie, c'est vrai, ça l'intéresse d'observer comment le corps vieillit, quelles sont les strates par lesquelles un corps humain passe quand il est en décomposition. Voilà, et définitivement au cœur du roman, Poney Flottant, c'est le corps qui est là. Et je trouve ça très intéressant, cette confrontation du coup entre deux manières d'habiter le corps, qui d'un côté le corps est abîmé et il y a de la violence, et de l'autre côté le corps est aussi abîmé et il y a aussi de la violence, mais c'est plus une célébration et une espèce d'érotisation du monde, où c'est deux manières, on va dire, d'habiter la société, le monde, etc. Je trouve ça intéressant, la confrontation entre les deux manières de vivre qu'ont vos héroïnes, qui ont des points communs mais qui sont extrêmement opposées sur plein de choses aussi. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Caroline et Isabelle, pour clôturer cette discussion. Merci pour ces questions très, très intéressantes, je trouve. C'est la première fois que j'aborde vraiment ce roman-ci sous cet angle-là, donc merci. Merci à vous. Oui, merci Fanny. Merci Caroline. Merci à vous, et merci à Caroline et à Isabelle d'avoir été avec nous aujourd'hui.